Au cœur de la Côte d'Opale, le Touquet. Des kilomètres de plage de sable fin, des centaines d'hectares de dunes. Si son célèbre enduro fait chaque année du bruit jusqu'au bout du monde, la station des 4 saisons, dans son décor de lumière et de vent, sait aussi prendre de l'altitude et livrer son ciel, l'espace de quelques jours, à de bien curieux spécimens volants. Tête en l'air, de 7 à 77 ans, ils le deviennent ou le sont restés. À l'affût de la moindre brise ou parfois contre vents et marées, on les voit parcourant la plage, attachés par un fil à leurs rêves d'altitude. Des rêves qu'ils habillent au gré de leurs imaginations. Tantôt il s'agira d'une simple toile, ou tantôt ils oseront les combinaisons les plus intrépides. Et qu'importe si l'envol est difficile, il y aura toujours des enfants pour s'en amuser. En France, c'est au XVIIe siècle que l'on commence à employer dans le langage courant le mot cerf-volant. Mais c'est en Chine qu'on retrouve ses origines les plus anciennes. Là, il illustrait déjà les légendes inspirées d'animaux fabuleux, en particulier les serpents et les dragons. Le cerf-volant, c'est un univers de toute manière. L'approche qu'ont il y a un point commun entre tous les gens qui viennent au cerf-volant. Plusieurs points communs, je pense. Il y a énormément de poésie. Il y a il y a un sentiment d'évasion, mais il y a également les côtés création, le côté sportif. Et je crois que toutes les personnes qui viennent au cerf-volant deviennent très rapidement passionnées à cause de toutes ces qualités particulières de l'activité qui sont spécifiques à l'activité du cerf-volant, ce rêve de ces choses qui volent dans le ciel, toujours dans un environnement qui est en général un environnement agréable, de verdure ou de plage ou de ciel bleu, de soleil, etc. Et que ce soit les grands sportifs, que ce soit les cerf-volistes sportifs qui font évoluer des cerfs-volants à 200 km/h, ou que ce soit des cerf-volistes poètes qui font monter des cerfs-volants de 10 mètres carrés dans le ciel, des machines énormes, mais en général très esthétiques, très jolies. Je crois que ce qui est en commun, c'est une sensation de liberté, une sensation d'évasion, et je crois que c'est une médecine extraordinaire. Bien que toujours chargé de l'imaginaire de notre enfance, le cerf-volant est devenu par ses techniques de fabrication, ses matériaux, ses formes gigantesques ou au contraire très épurées, ses utilisations multiples et variées, une activité ludique spectaculaire, un art, un sport de glisse qui requiert d'indispensables qualités physiques. Certains apprécient le cerf-volant en solitaire, peut-être pour mieux goûter l'immensité des plages et la force du vent, avant de s'attaquer à d'autres défis. Mais pratiquer en équipe, le cerf-volant, c'est aussi un art, une recherche constante de l'harmonie. Place alors à l'imagination pour dessiner les courbes les plus audacieuses et imprimer ses rêves dans le ciel, tout en sachant que la figure ne tient qu'à un fil.
Mais l'intérêt du cerf-volant, c'est encore de se conjuguer avec d'autres disciplines comme le char à voile. Le char à cerf-volant, ou buggy, c'est ainsi qu'on l'appelle, a fait de nombreux adeptes depuis un an et permet aux pilotes d'apprécier également la sensation de vitesse. « 9, 10 et 11 septembre 1994, la station du Touquet accueille la 5e Coupe du Monde de cerf-volant. Une coupe considérée aujourd'hui comme les Jeux Olympiques du cerf-volant, avec des équipes nationales venues du monde entier pour se rencontrer et s'affronter. Les années précédentes, ce sont les États-Unis qui ont organisé cette épreuve, mais ce sont les Américains qui les premiers ont mis sur pied la formule à Seaside en 1989. Cette Coupe du Monde nous a proposé cette année un plateau de choix. D'abord les Anglais, représentés par les équipes Aircraft et XS. La Belgique avec iLife. Les Allemands avec A66. Les Néerlandais Dijkhoppers. Les Américains venus en nombre avec Tsunami et Bay Area Sundowners. Les Australiens étaient aussi de la partie avec Laminar Floors et Ocean Breeze. La Suisse, Lucky Landing Albatros. Les Japonais alignaient 2 équipes, Banzai et KS Mission. Et la France enfin, représentée par Lungta et les Crazy Diamonds. Côté météo, cette 5e Coupe du Monde en a vu de toutes les couleurs. Des bourrasques de vent et de violentes averses ont d'ailleurs sérieusement perturbé le bon déroulement de la cérémonie d'ouverture et les différentes épreuves, sans pour autant entamer le moral des compétiteurs. Au reste, grâce à la prévision du satellite de Météo France, chaque averse a pu être prévue à la minute près, laissant ainsi aux organisateurs toute latitude pour assurer le spectacle. Depuis 5 ans, soit depuis le début de la compétition, la coupe a toujours été remportée par des équipes américaines. Et depuis 1991, c'est le team High Performance qui l'a gagnée à 3 reprises. Mais on s'en doute, cette coupe fait aussi des envieux, en particulier les Japonais du team KS Missions que l'on voit ici en démonstration. Ils n'ont pas hésité à passer une semaine complète au Touquet pour mieux s'imprégner de la plage et des conditions climatiques qu'on y rencontre. Autre challenger, les Britanniques avec XS et surtout Aircraft, arrivés second de la Coupe du Monde en 1993. La Coupe du Monde de cerf-volant, c'est un grand événement populaire. 200 000 spectateurs ont foulé le sable du Touquet, bravant la météo capricieuse. Pour cela, les organisateurs n'ont rien laissé au hasard. Il faut d'abord permettre au public de suivre dans les meilleures conditions possibles les épreuves. Et puis la Coupe du Monde, cela veut dire aussi accueillir 14 équipes différentes et de toutes nationalités, sans oublier des juges internationaux de haute qualité et 800 invités. Le Touquet organise tous les ans le cerf-voling du Touquet.
bien connu, mais également il était important de pouvoir montrer une bonne organisation pour pouvoir recevoir la Coupe du Monde. Donc nous avons déposé un dossier il y a quelques années, en fait il y a 2 ans, et notre dossier a abouti pour arriver à ce grand week-end ici. Au Touquet, Impossible n'est pas français. Afin de permettre au public d'assister au spectacle sans troubler compétition et démonstration, un stade de sable de 130 mètres de long sur 140 mètres de large, représentant 8000 mètres cubes de sable, a été spécialement conçu. En attendant, sur la plage, c'est l'heure des derniers préparatifs et des derniers galops d'essai. Chaque pilote effectue les ultimes réglages, rien ne doit être laissé au hasard. Chacun dispose d'une panoplie de cerfs-volants adaptés aux différentes conditions de vent. En l'occurrence ici, ce sont les cerfs-volants Tempête armés d'aérofreins qui seront utilisés. Après les essais, les choses sérieuses peuvent commencer. Place à la compétition. Les juges et les organisateurs tiennent un dernier briefing. Chacun doit être à sa place et très vigilant. C'est d'abord l'épreuve des figures imposées à laquelle devront se soumettre les concurrents. Des figures qui sont connues un mois à l'avance et que nous commande Jean-Christophe Minot avec les éclairages techniques de Thierry Hélène et Marion Hurel de l'équipe Lungta. Les 4 cerfs-volants devaient rentrer à droite, faire une ligne horizontale, monter sur une ligne verticale, les 4 cerfs-volants devaient partir en diagonale, sortir et refaire une horizontale à gauche. On rentre ici dans la fenêtre de ce côté-là. Le leader ici disait le mot magique in, à partir duquel les juges prennent en compte la figure. Il s'agissait donc de monter, go, et de descendre en diagonale, go. En bas, go, horizontale, et ici, out. Et nous démarrons les opérations donc avec les futurs champions du monde, je peux vous le livrer en scoop en quelque sorte, qui vont venir donc sur l'arène principale pour ces figures imposées, figures que les juges ont intitulées Aqualude, bien entendu en référence avec le célèbre Aqualude sur la digue du Touquet. Vous remarquerez qu'ils sont 4 sur un équipage composé de 6 équipiers normalement. Le règlement international prévoit 3 minimum. Et ils ont choisi, les Tsunamis, d'être à 4 pour essayer de parfaire leur évolution. Ici, donc, ils vont se préparer pour la partie verticale. C'est parti. Afin de bien retomber en diagonale, le plus parallèle possible, et tout en synchronisé pour un retour à gauche horizontale impeccable. Ils viennent de sortir. Tandis que nos amis australiens sont en position stand-by, on observera d'ailleurs la qualité de leur tenue très exotique. Les voilà partis sur la partie horizontale avant d'entamer la partie verticale de l'Aqualude. Ils arrivent en haut, bien horizontal en diagonale. La sortie est un petit peu plus difficile. Et voilà, la figure est terminée. Très concentrés, les juges vont apporter leurs annotations et leurs observations avec des cotations de 1 à 100. Tandis que l'équipage Banzai du Japon est en train d'effectuer donc la partie verticale, ils sont à 5. C'est donc un effort particulier et les voici en sortie. Tandis que les autres équipages vont se préparer pour la deuxième figure imposée, épingle à cheveux que nous présente Thierry Hélène. On rentre les 4 cerfs-volants en ligne avec in. On fait 4 sphères ensemble, sur le même ordre, de 6 mètres. On fait une autre courbe. Les 4 cerfs-volants sortent de ce rond
On fait une courbe en poursuite. Le premier se retrouve sous le rond du quatrième. Et le quatrième, en sortant de rond, se retrouve sous le rond du premier. Le point central, et là, on a un petit loops. Le centre doit correspondre au centre du grand. D'accord? Voilà. Et en sortant de ce rond-là, le premier pose, le deuxième continue, pose derrière, le troisième pose derrière, et le quatrième pose derrière. Out. On rentre dans la figure. In. Go. 6 mètres. Go. 1, 2, 3, 4. Petit rond. Go. Pause. 1, 2, 3, 4. Out. Nous retrouvons donc nos futurs champions du monde Tsunami qui vont effectuer cette figure. Ils sont rentrés donc avec le in, c'est parti. Ils vont donc effectuer la première grande boucle pour attaquer le haut de l'épingle à cheveux et d'arriver maintenant aux petites boucles pour ressortir en horizontal afin d'effectuer l'atterrissage. Atterrissage un peu périlleux, attention, ils vont dire out, donc ils sortent de la figure, les juges peuvent noter. Ils se concentrent et ils vont donner leur appréciation. Sous un autre angle maintenant, nous allons suivre les Crazy Diamond, un de nos équipages français, où nous allons observer la même figure qui est en train de se dérouler maintenant. Les boucles vont être effectuées, ce sont les grandes boucles, pour revenir donc en haut de l'épingle à cheveux, revenir maintenant sur les petites boucles, très bien synchronisées, pour arriver ensuite à l'atterrissage. L'atterrissage rendu beaucoup plus difficile compte tenu des questions de vent. Vous observerez d'ailleurs les aérofreins qui se situent juste en dessous des cerfs-volants sur les lignes. Les Crazy Diamond, qui connaissent d'ailleurs bien les conditions météo puisqu'ils s'entraînent régulièrement au Touquet, ils sont de Valenciennes. Alors que maintenant nous allons attaquer la troisième figure, Knit One Pearl One, présentée par Thierry. Nous rentrons dans l'horizontale. 4 cerfs-volants en ligne. Nous montons simultané vertical, ensemble. C'est une figure qui s'appelle Team Vertical aussi, prise isolément. On descend en diagonale, ensemble. Nous faisons un rond ensemble, à 3/4 de rond. On sort horizontal, 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 toujours ensemble, et on sort sur l'horizontale. On rentre dans la figure horizontale, donc. Go. 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 1, 2, 3, go. Out. Nos vieux amis, les Die Coppers de Hollande, qui sont des habitués du circuit du Touquet, dans le cadre des Coupes d'Europe, sont partis. Ils vont donc attaquer la partie verticale à 5. C'est un équipage qui a l'habitude de se produire à 6 habituellement. Ils vont partir en diagonale à gauche pour effectuer maintenant la boucle avant de repartir en horizontale pour terminer. Et nous allons voir le juge d'ailleurs sur la droite en rouge qui va lever le bras dès qu'ils sont out. Voilà, c'est le fait, ils viennent de sortir. Les Australiens Laminar Flow vont maintenant rentrer en piste malgré des conditions difficiles. Les juges ont considéré que les conditions étaient acceptables. Ils vont maintenant donc rentrer en formation pour se préparer à la partie verticale de cette troisième figure. Voilà qui est fait pour descendre en diagonale à gauche afin d'effectuer la boucle la plus coordonnée possible avec un vent difficile et un arrivage plus périlleux, mais la figure était exécutée en de bonnes conditions. L'équipage Aircraft d'Angleterre, les numéros 2 l'année dernière au championnat du monde, les voici partis. La caméra est située du côté des cerfs-volants pour pouvoir permettre la visualisation sur les équipages. Ils sont partis en formation coordonnée. Ils se placent et se déplacent au gré des ordres de leur leader. Ils sont en horizontale pour remonter à la partie verticale afin d'effectuer la diagonale à gauche pour sortir en horizontale de la figure. Et voilà. Nous retrouvons dans l'équipe Lungta Marion et Thierry de l'autre côté de la barrière, du côté des pilotes maintenant, avec Thierry sur notre gauche qui est le leader de l'équipage. C'est beaucoup d'entraînements qu'ils ont ensemble.
pour arriver à coordonner l'ensemble de leurs figures. Le problème de préparation de ce genre de figure, ça va être de décortiquer avant chez soi avec ces petits ustensiles là qu'on appelle les sticks, qui nous servent beaucoup, qui nous évitent de perdre du temps sur le terrain. Donc on travaille beaucoup avec ce genre de choses. Ça nous permet de régler un certain nombre de problèmes en indoor, on pourrait dire, à l'intérieur. Et puis après sur le terrain, il faut que tous les équipiers évoluent ensemble, répondent au go, répondent aux ordres du chef d'orchestre qui est Thierry ensemble, et que nous ajustions notre façon de piloter. Elle doit être parfaitement identique. C'est-à-dire que pour faire évoluer un cerf-volant, vous pouvez soit tirer, pour le faire aller à droite, par exemple, on tire sur la poignée droite, soit pousser. Si je pousse sur la poignée gauche, il va aussi aller à gauche, mais à droite, mais d'une autre façon, d'une façon plus retenue, plus dans une respiration. Si on tire, en fait, on le met au vent et ça va être quelque chose de beaucoup plus vif. Donc il s'agit de travailler ensemble le même pilotage, le plus identique possible. Juste après ce merveilleux ralenti où nous comprenons mieux maintenant la mobilité des pilotes et la coordination qu'ils doivent avoir au sol, nous attaquons la deuxième phase des figures de précision, cette fois-ci en figure libre, choisie donc par nos équipages. On voit ici un merveilleux entrecroisement qui vient de se dérouler, alors que les formations repartent et font des slaloms extraordinaires autour de leurs engins. Ils viennent d'effectuer un éclatement. Maintenant, ils redeviennent en damier. C'est vraiment extraordinaire. Le public apprécie à sa juste valeur la grande démonstration qu'est en train de nous produire l'équipage Tsunami, qui communique parfaitement et marche véritablement en patrouille, va bientôt attaquer des parties de slalom très techniques. Nous les voyons ici sous un autre angle. Vraiment, c'est du très très beau spectacle. Et la coordination enchante tout à fait les amateurs qui commencent à s'aguerrir maintenant. Un nouvel éclatement vient de se produire. Et encore des enchevêtrements. C'est véritablement du grand art. Et aujourd'hui, nous avons la chance de véritablement voir les meilleurs équipages du monde se produire. Et qu'au travers de la parfaite réalisation de l'ensemble de ces figures, enchevêtrements, éclatements qui sont véritablement un régal, nous pouvons apprécier les ordres et les commandements du leader. Venu du Japon, l'équipage Banzai va produire une merveilleuse démonstration avec dès l'entrée un parfait démarrage au sol et un éclatement spectaculaire.
Le vent est fort et dans cet équipage, nous avons la chance d'avoir Chantal Chi-Rai qui résiste autant qu'elle peut à la pression de force 6 et démontre qu'il s'agit véritablement d'un sport physique de très haut niveau. Il se prépare maintenant à l'exécution du slalom, une figure extrêmement délicate et parfaitement exécutée. Le public ne se trompe pas. Nous avons là une très belle démonstration. Ils ont véritablement la maîtrise de leurs appareils. On sent un équipage extrêmement coordonné qui a l'habitude de piloter ensemble. Nous assistons à une très belle démonstration et une grande maîtrise. Mon Dieu, catastrophe! Un accident vient de se produire. Un cerf-volant semble être complètement en perdition. Il tombe littéralement au sol alors que du bout du terrain, des autres coéquipiers des équipages concurrents viennent porter assistance pour essayer de redresser la situation. Apparemment, une baguette est cassée. L'élément ne pourra pas être réparé en temps et ils vont terminer déçus, c'est sûr. Oh, ils vont perdre des points. Mais bon, les jurys apprécieront quand même une très belle démonstration. Alors qu'ici, nos amis australiens viennent d'entamer directement, véritablement un éclatement très technique. Nous les poursuivons maintenant en slalom et en patrouille. C'est un jeune équipage qui se produit, vous le savez, pour la première fois dans la Coupe du Monde, en rappelant que c'est leur pays l'année prochaine qui va recevoir cette épreuve. Tandis qu'il se prépare pour une nouvelle figure, bien synchronisée. Les voilà partis, bien croisés. Ils maîtrisent bien l'alignement vertical, ils reviennent bien en patrouille, ils sont en damier. On sent déjà un équipage très aguerri, capable de compter en 1995. Nous pouvons remarquer que leurs cerfs-volants ont des voilures tout à fait particulières, puisque une partie du tissu est trouée et qu'ils n'ont pas d'aérofrein. Voilà, ils viennent d'effectuer encore une figure coordonnée. Ils ont véritablement la maîtrise de leur machine, surtout avec un vent soutenu où il est très difficile d'effectuer un piqué et ensuite une remontée verticale. Oh mon Dieu, ils viennent de s'en mêler. Et non, ils viennent de maîtriser la situation. Ils sont donc repartis dans leur ronde infernale. Véritablement, c'est un équipage dont on reparlera. Très bel arrêt, avec un éclatement et une maîtrise de la figure. Oh, ils vont compter dans les années à venir. C'est véritablement un équipage très maître de son problème. Bravo! Après ces précisions techniques, un petit aperçu du travail des juges. Très concentrés et l'œil averti, ils sont formés et sélectionnés dans plusieurs pays, suivant les règles internationales reconnues par les associations américaines, japonaises et européennes.
Certains contrôlent la force du vent, tandis que d'autres, membres du jury, notent leurs appréciations et cotent les figures de 1 à 100. Pouvoir être jugé par ces gens-là, c'est fabuleux, quoi. C'est déjà, nous les respectons parce qu'ils sont là, ils restent toute la journée à nous juger, c'est pas très évident, alors que nous sommes en train de nous amuser avec des cerfs-volants. Donc déjà, on peut leur... Grand coup de chapeau. Grand coup de chapeau aux juges. Je pense que les juges de la Coupe du Monde font un très bon travail. Ils se retrouvent une fois par an pour la Coupe du Monde, ils passent beaucoup de temps en préparation et ce sont les meilleurs, ils font un sacré boulot. Je les admire parce qu'ils ont fait un très gros travail de préparation. C'était une vingtaine d'heures de travail, je pense, pour préparer le jugement de la Coupe du Monde. Et ils ont enduré toutes les intempéries en restant sur place, sous la pluie, sous le vent, tandis que nous, c'était un passage que de 5 minutes. Rigueur de l'organisation oblige, chaque matin avant le début des épreuves, il est nécessaire d'effectuer un briefing. On y donne alors les dernières informations météo, l'ordre de passage, des questions techniques et de sécurité y sont aussi évoquées par Viv Walter. Cette année, il est président des juges. Dans sa lourde tâche, il est assisté par le chairman du World Cup Committee, autrement dit le président du comité mondial, Daniel Prentice. Seconde partie de la compétition, les ballets, qui sont le fruit d'une longue préparation technique et artistique visant à synchroniser le glissement des cerfs-volants dans l'air sur un accompagnement musical. L'aspiration, elle est comme un peintre. On commence, on ébauche et puis on arrête.
La nuit, on rêve à cette peinture, et puis on revient dessus. Et ben, c'est la même chose. J'ai des figures qui sont tout le temps dans ma tête, en train de passer. Je ferme les yeux, je peux très facilement imaginer 4 figures. J'entends de la musique, ça me parle, je vois des voitures dans la rue qui se croisent, ça m'interpelle, je vois des vélos, je vois des personnes qui se croisent, la foule qui se croise. Ah, ça pourrait faire ça, j'écris vite. Et voilà, donc je m'inspire de tout ce qui m'entoure. De cette 5e Coupe du Monde, c'est maintenant l'heure du palmarès. Dimanche après-midi, le stade de sable où avaient lieu les compétitions est maintenant livré à la foule qui s'empresse d'approcher les champions. Une foule où se mêlent les cervolistes avertis mais aussi beaucoup de promeneurs attirés par un tel spectacle si haut en couleur. Sur la 3e marche du podium, surprise de taille, c'est l'équipe française des Crazy Diamonds qui vient prendre place. Une équipe originaire du Nord et qui offre à la France le premier podium depuis la création de cette Coupe du Monde. Deuxième, comme l'année dernière, déjà à San Francisco, les Anglais du team Aircraft. Et enfin, vainqueur, les États-Unis avec l'équipe Tsunami. Une première victoire pour cette équipe, mais qui préserve la suprématie américaine pour la 5e année consécutive. Tsunami sera le défendeur du trophée en Australie l'année prochaine. Les conditions étaient difficiles, le vent était très fort, mais je pense que la compétition s'est déroulée dans un bon esprit. En tenant compte des mauvaises conditions météo, tout s'est bien passé, nous avons été heureux d'être ici. On est vraiment très heureux, surtout que la France arrive sur la 3e marche du podium, vraiment on est très heureux. Parce que c'est la première fois de son histoire que la France arrive à monter sur un podium. Oui, c'est ça, c'est la première fois. Alors c'est grâce à vous en plus. Oui, on peut le dire. Habitué du circuit et en particulier de la plage du Touquet, Aircraft dispose ici de son fan club, comme le montre cette séance d'autographes et de dédicaces. On sent qu'on est chez nous au Touquet parce que le public, comme tu as déjà dit, sont très bien ici et ils nous aiment bien et nous on l'aime aussi. C'est bien. Rappelons donc le classement avec les notes et les moyennes sur 100 de cette 5e Coupe du Monde.
À côté de la Coupe du Monde se déroule aussi le cervoling du Touquet, un autre rendez-vous annuel bien connu des amateurs dans le monde entier. Des manches à air de 10 mètres de diamètre, des deltas de 18 mètres de base s'entremêlent avec d'autres créations aussi folles, sans oublier ceux qui ambitionnent d'établir des records du monde. Ce cerf-volant en forme de losange s'appelle Ace. Il est composé de 150 éléments montés sur un câble de 200 mètres. En 1990, les Marseillais avaient au moment du premier cervoling du Touquet établi un record avec alors 75 éléments. C'est bon? Tout est bon? Tout est clair? Accroché à un lest de 12 tonnes, le pilote va ici tenter de contrôler avec son équipe l'envol de sa machine très particulière. Voilà, mec, retire. Chaud derrière. Tirez. Tirez plus à gauche. Ouais. Oh, j'arrive. Tirez à gauche. À gauche. Stop. À gauche. Gauche. Ouais. Vous venez de homologuer un record extraordinaire, très compliqué à faire. Et je voulais savoir quelle impression ça vous faisait d'avoir réussi ce record du monde ici au Touquet. C'est chaud. C'est super. Et humide. C'est chaud et humide parce qu'à la première tentative ce matin, nous avons été détrempés par une grande pluie qui est tombée. Donc on a été obligé de sécher entre midi et 2 de tout le matériel, de se changer et de refaire la tentative avec le problème de la marée. À la même l'hybride, ça a été vraiment Donc, catastrophique. en fait, on peut effectivement dire que les Marseillais savent se retrousser les manches alors. Oui, je crois que oui, là on peut le dire maintenant. Une autre tentative réalisée au Touquet par l'équipe anglo-néerlandaise de Flexifoil. Un cerf-volant de 500 mètres de long composé de 208 éléments ayant une traction d'environ 20 tonnes et lesté par 3 bulldozers de 30 tonnes. Grâce à un système de démultiplication, cet engin sera rendu pilotable par les 3 coéquipiers. Après plusieurs essais difficiles, l'équipe a bien maîtrisé l'ensemble souple pour permettre un envol majestueux de ce formidable serpent des airs. Une nouvelle performance qui sera difficile à battre, voire même à égaler dans un avenir proche. Le précédent record, réalisé à Chicago par des Américains, ne comprenait lui que 150 éléments contre 208 dans le cas présent. Venu de San Francisco, Bob Anderson va lui tenter pour la première fois en Europe l'envol de la plus grande manche à air du monde, 25 mètres de diamètre, 125 mètres de long.
Autre figure fantastique, les anneaux du célèbre plasticien français Michel Gressier. Le ciel du Touquet a permis aussi la rencontre très étonnante des animaux de Peter Lynn. Okay, hold now. Okay, pull! Trying to steer it, it keeps promising to come down. Quant à l'anglais Martin Lester, lui, ce sont les hommes qui l'envoient dans le ciel. Oh, it's not right. Somehow it's got this. I'll tell you what, how big is this load? Big. Right, take it down behind Martin. Le plus grand cerf-volant du monde, le voici. Venu du pays des polders, il nécessite l'aide du public lors de sa préparation. Cousin en quelque sorte des montgolfières, ce cerf-volant doit emmagasiner dans ses alvéoles une masse d'air importante pour le rendre rigide. Il pourra alors prendre son envol à la tangente du vent. S'élever dans les airs, voler, ne serait-ce pas le rêve ultime et caché de ces fous du cerf-volant? Alors, à la faveur d'une bonne brise et avec un peu d'audace, pourquoi ne pas essayer? Depuis bien longtemps, le cerf-volant a souvent été perçu comme un jeu d'enfant, même si de plus grands qu'eux semblent l'avoir confisqué pour y atteler leur plus grande fantaisie et les faire danser avec les nuages. Jamais rien mieux que le regard d'un enfant ne saurait déceler toute la liberté qu'il inspire. Le cerf-voling, c'est donc aussi l'occasion d'initier les plus jeunes et de vagabonder au gré de son inspiration. Ça vole, alors ça fait, nous comme on est sur Terre et qu'on marche, ça fait c'est un peu imaginaire pour nous. Manifestation populaire par excellence, le cerf-voling du Touquet draine chaque année une foule considérable de spectateurs. Chaque année, il est aussi le carrefour où se rencontrent les plus grands pilotes, les plus fous, mais aussi tous ceux qui, plus simplement, sont à la recherche d'un conseil, d'une idée, pour faire voler leur cerf-volant et se croire, l'espace d'une après-midi, maître du ciel et du vent.